Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la 5e de couvre, l'émission de débat autour du manga. Nous sommes de retour de vacances et nous sommes remontés. Comme des pendules, comme des coucous. Ça se dit encore ou pas ça? Comme des coucous, bah si t'as 55 ans, oui, tu peux. Ah ouais, le dire. c'est bon, ok, ça va. Bref, on a décidé de mener l'enquête sur cette question qui anime le monde depuis des milliards et des milliards et des milliards d'années. Pourquoi les chats? A posteriori, pourquoi les chats dans le manga? Parce que classement de vente après classement de vente, on se rend compte, année après année, on se rend compte que les mangas de chats, ça marche mieux que les isekai. Et les isekai avec des chats. Ça marche mieux que tout. En fait, ça marche mieux que beaucoup de choses à la mode. À chaque fois, on dit ah mais il y a une mode de ça, mais non, il y a toujours la mode des chats. La en mode fait. dure depuis très longtemps. Est-ce que du coup c'est plus vraiment une mode? Non, c'est plus une mode et ça, personne n'en parle. C'est un intemporel. Non, mais pourtant, nous ici, dans cette émission, on fait tout pour que les mangas de chats se vendent beaucoup moins bien que d'autres. Bah, on n'en parle pas déjà. Déjà, on n'en parle pas. On fait tout pour que ça se vende moins bien que Journey Beyond Heaven, l'un des meilleurs mangas actuels, dont le tome 9 vient de sortir. Ne l'oubliez pas. Allez acheter le tome 9 de Journey Beyond Heaven, même si vous n'avez pas lu les 8 premiers. Allez lire les 8 premiers. Donc les chats, ces saloperies de chats, c'est le titre de cette émission, ont envahi le manga. Mais c'est pas nouveau, de Doraemon à Maître Karine, ils étaient partout depuis longtemps. On n'avait pas fait gaffe. Mais les mangas de chats, pourtant, c'est pas notre truc. Et donc, on a du mal à comprendre pourquoi ça marche. On va essayer dans cette émission. On va tenter des trucs. Cagnard, par exemple, commence à aimer les mangas de chats. Oui. C'est faux. Il commence à aimer les chats tout court. Ouais. Il commence à aimer les chats tout court. Et donc, du coup, peu à peu, En plus, il ceux qui me s'approche. connaissent depuis longtemps, vous savez très bien que j'ai toujours adoré la phrase « Les chats, c'est des connards ». Et c'est quelque chose que je développe. Moi, les chats, honnêtement, j'aime pas ça. Est-ce que vous voulez voir des photos de mon chat? La 5e de couve est en version Felindra, tête de tigre. C'est parti. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Ah, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Vous êtes en train d'écouter la 5e de couve, le seul podcast où l'on peut découper, charcuter, dépecer et aimer ces saloperies de chats dans le manga. On découpe un peu de chat, autopsie de chat, on découpe des dents. Tu vois, Ça se fait plus trop en SVT, non, je sais pas. En Eh, tout en même cas, temps, bonjour. les shamisen donc sont fabriqués avec de la peau de chat. D'où le nom shamisen. et on Exactement. disait à l'époque les raquettes de tennis aussi, c'était des boyaux d'animaux, dont de chats, mais c'était peut-être une légende urbaine. Écoute, je reviens de Laponie et on fait plein de choses avec les rennes. Salut Maxime, où est-ce que t'es parti en vacances? Là où il y a des rennes. Et les chats, c'est comment, Laponie? Ils sont. Il n'y a pas trop. Il y en a pas trop, non. Bizarrement. Tu parlais de Journey Beyond Heaven et je me posais la question des chats dans Journey Beyond Heaven, tu vois, je pense que c'est une source alimentaire comme Mais une autre. c'est eux qui se sont transformés en monstres. Ah, C'est potentiellement. ça qu'on sait pas encore. Si vous nous découvrez seulement maintenant, sachant que nous revenons chaque semaine, sauf pendant les vacances. Et là, on revient de vacances, donc on a plein d'énergie, beaucoup de choses à dire. Avec une heure donc de podcast, parfois plus, rarement moins pour parler de manga et essentiellement de manga. Parfois, on propose des analyses d'émissions, des analyses de manga, des émissions d'analyse de manga. Parfois, on fait des tops. Parfois des recommandations de lecture, puis parfois des émissions hybrides avec un tout petit peu d'analyse et beaucoup de second degré comme aujourd'hui. Si vous aimez ce qu'on fait, si vous souhaitez nous soutenir, abonnez-vous, activez les notifications, visitez nos pages et nos réseaux sociaux et allez sur le blog la5e-de-couve.fr. Donc, saloperie de chat, Robin, pourquoi l'être humain aime autant les récits de chats? Bah, je pense parce que déjà il aime les chats. Donc Ouais, pour voilà. faire un historique, alors je suis tombé sur une jolie citation de Victor Hugo qui dit que Dieu a fait le chat pour donner à l'homme le plaisir de caresser le tigre. Je pense que c'est effectivement dans l'histoire de comment le chat est devenu un animal domestique. Contrairement à beaucoup d'animaux qu'on a domestiqués, c'est le chat qui de lui-même a décidé de se rapprocher de l'homme parce que Bénéfice. on avait effectivement De la nourriture. des déchets de nourriture qui attiraient les souris, les rats, et du coup le chat étant le prédateur naturel des souris s'est rapproché de l'homme pour avoir plein de bouffe gratos parce que
les animaux adorent ça, la bouffe gratos. Il y a vu son intérêt, quoi. Et les animaux et les journalistes, n'oublions pas. Et effectivement, je pense que l'homme a assez vite bien connecté avec cet animal. Donc c'est sûr que la civilisation qui l'a beaucoup mis en avant, c'est l'Égypte ancienne, qui était une grosse, avait développé une agriculture intensive. Donc forcément, ça avait ramené beaucoup de chats. Et en fait, ils se sont très mis de vie à les domestiquer, très vite mis à les domestiquer, et surtout à leur vénérer un culte. Ils avaient des divinités qui avaient carrément des visages de chats, etc. Et je pense que ce qui plaît dans cet animal, c'est que justement, c'est lui qui a décidé de se rapprocher de l'homme, ce qui fait que il est toujours un peu à mi-chemin entre le domestique et le sauvage, tu vois. Et c'est cette espèce de truc, le fait d'avoir un animal à moitié sauvage chez toi qui fait un peu sa vie, qui est très indépendant, c'est ça qui est assez fascinant chez lui. Et je pense qu'effectivement, dans l'histoire de l'art, que ce soit dans les tableaux, dans la littérature, il y a plein d'écrivains qui ont été fascinés par les chats, qui leur ont dédié des textes. Baudelaire, je citais Hugo en entrée, Céline aussi, je crois, Colette. Voilà, Hemingway. Enfin voilà, le chat a une place assez centrale dans la littérature, dans la bande dessinée aussi. Alors moi, je parle surtout en bande dessinée occidentale, franco-belge. Il y a plein d'œuvres, ou même en bande dessinée américaine. Garfield, voilà, c'est un des chats les plus connus de la BD. Félix the Cat, le chat de Gueuluc, le chat du rabbin de John Swart, Black Sad en plus récent, en récit anthropomorphique. Et le château des animaux aussi, chez Casterman, super série qui met en scène effectivement des animaux dont le personnage principal est un chat. Et je pense qu'il y a une fascination esthétique pour cet animal, parce que je parlais de tigre dans la citation de Hugo. Il y a ce côté, c'est le côté félin, le côté souple, c'est des formes vraiment, je pense, assez fascinantes d'un point de vue purement esthétique. Donc ça, c'est vraiment pour la partie vraiment artistique et esthétique. Et apparemment, il y a aussi des explications scientifiques qui font qu'on est attiré par les chats. Donc il y a ce qu'on appelle la ronron thérapie. C'est le fait que les chats ils ont vraiment pas trouvé un autre nom. Par ce truc qu'ils produisent, les félins sont l'un des seuls animaux à produire cette espèce de son. C'est une fréquence. Qui est très basse et qui a priori a des vertus très apaisantes, parce que c'est des vibrations qui sont agréables et qu'on n'a même pas très bien analysé. Il me semble qu'aujourd'hui on sait toujours pas vraiment pourquoi les chats ils font ça. Alors on croit que c'est parce qu'ils c'est du plaisir, mais on n'est pas sûr de ça. En tout cas, ça fait plaisir aux humains. C'est pour ça aussi qu'ils aiment bien caresser des chats. C'est parce qu'il y a cette vibration qui j'imagine entre en résonance avec leur corps et du coup leur fait plaisir. Et l'autre explication scientifique qui est peut-être un petit peu plus inquiétante, c'est qu'on serait tous infectés par un parasite qui s'appelle le Toxoplasma gondii, qui est le parasite à l'origine de la toxoplasmose, qui est une maladie effectivement transmise par les chats notamment, qui est une maladie bénigne, mais une maladie parasitaire, donc en fait, qui a besoin du chat pour se reproduire, ce parasite. Et donc, c'est pour ça que, c'est une des théories qui dirait qu'on est attiré par les chats, parce qu'en fait, ce parasite se loge dans des endroits de notre cerveau qui produisent de la dopamine, donc font que quand on voit un chat, on a une forme d'attirance qui fait que on va être attiré par eux, parce que le parasite en fait a besoin d'eux pour se reproduire derrière. Donc on serait tous parasités et manipulés par ce parasite qui nous fait aimer les chats et les mangas de chats, du coup. D'où le succès des vidéos de chats sur internet. Et effectivement, c'était y penser, célèbre youtubeur vulgarisateur de science, qui avait notamment fait une vidéo là-dessus en disant pourquoi les chats sont les stars d'internet. Lui, selon sa théorie, c'était à cause de ce parasite, quoi. Donc comme dans Parasite finalement. C'est ça. On revient finalement, c'est peut-être pas tant de la science-fiction que ça. Non. Donc voilà. Donc les mangas de chats, a fortiori, bénéficient du même intérêt que Oui, je pense ce parasite. Je pense qu'on peut dire que c'est l'un des animaux préférés, vraiment, j'allais dire des Français, mais même pas que des Français. C'est l'animal domestique. Je crois que c'est après le poisson rouge le plus possédé. Et c'est marrant parce que tu vois ce que tu disais, cette espèce d'indépendance qu'on cherche du côté animal au final, du côté sauvage. Je trouve que c'est vraiment pas juste parce que on pardonne beaucoup moins aux chiens. Tu vois, typiquement, le chat, c'est un animal et tout, alors que le chien, il faut qu'il soit dressé. Il a jamais été question de dresser un chat. Ça serait peut-être parce qu'un chien, ça peut te tuer. Un gros chat aussi. Hein. Un très gros chat quand même. Ah non, même pas, il a pas besoin parce qu'il a des bactéries dans sa bouche qui peuvent te niquer les nerfs. Franchement, il faut faire gaffe aussi. Il peut pas te tuer en un coup de dent, contrairement à un chien. Ah oui, ça c'est sûr.
n'y a pas la même puissance de mâchoire. C'est pas. En fait, je pense que c'est ça, et c'est pour ça que j'ai cité cette citation de Victor Hugo, c'est qu'il y a vraiment ce plaisir d'avoir chez soi un prédateur, un animal vraiment dangereux, enfin sauvage. Mais voilà, pas dangereux pour nous, quoi. Enfin, pas trop dangereux pour nous. À petite échelle. Ouais, un prédateur à petite échelle. Un petit félin. Les gens qui font du télétravail et qui ont des chats savent de quoi il s'agit, parce que c'est un peu dangereux. C'est-à-dire que ça arrive pendant toutes tes réunions en visio. Évidemment, ça monte son trou de balle. Ça monte son trou de balle à tout le monde. Précisément son trou de balle. C'est surtout qu'en plus maintenant dans les zooms et tout, tu sais, tu mets des paysages flous, ou des paysages en arrière-plan, ce genre de choses. Et donc des fois, tu vois juste une queue de chat toute dressée qui apparaît au milieu de ce faux décor. Moi, j'appelle ça le goupillon. Mais jusque-là, ça m'est jamais arrivé encore de faire des visios, tu vois, avec des interventions de chats. Je vois des vidéos d'interventions de visio de chats, mais moi, ça m'est jamais arrivé encore. Je t'assure que ça arrive à beaucoup de gens. Oui, j'imagine. Le chat n'a que ça à foutre de venir s'installer sur un clavier. Mais c'est parce qu'il fait chaud. Sur un clavier. Bah ouais. Moi, je crois que c'est parce qu'il aime bien faire chier, quoi. Ouais, moi, je suis plus pour il aime bien faire chier. Encore une fois, chose qu'on n'accepterait pas avec un chien. Mais on trouve ça mignon. Que cette saloperie de chat fasse chier, non. Enfin, vous peut-être, moi non. Parce que t'es peut-être pas parasité. Je suis peut-être pas toxoplasmogorisé. Alors je sais pas ce parasite il agit à quelle hauteur, parce que en vrai moi j'ai toujours détesté les chats, littéralement, tu vois. Et pourtant tu possèdes, tu es maître de chat. Je possède un chat depuis quelques années. Et depuis, je déteste encore plus les autres chats. Je sais pas si c'est une des conséquences, tu vois, du parasite. C'est un autre parasite, ça. Genre, j'adore mon chat, mais les autres, ils m'insupportent. Mais ça, c'est parce que t'as adopté le chat de Rachel dans Friends. Non, il est trop bien, mon chat. Il est trop stylé. Et donc, forcément, tu aimes beaucoup moins les chats quand tu as ton chat. Vient de sortir un manga de chat. Ouais, mais un manga de chat du Jump. Tu déconnes. Ça s'appelle Ramen Akaneko. C'est un peu la nouveauté manga de chat en ce moment. Une nouveauté manga qui nous surprend parce que l'histoire, c'est celle de Tamako, jeune fille. A priori, tout va bien avec elle, qui va dans un restaurant de ramen pour passer un entretien d'embauche. Mais elle découvre que ce restaurant n'est tenu que par des félins, et notamment des chats. Et elle préfère les chiens. Mais bon, bref, elle se retrouve quand même embauchée dans ce restaurant. Et elle doit s'occuper des employés qui, eux, préparent des nouilles. Ouais, des ramen. Des ramen. Alors après, je sais pas, mais au Japon, il y a déjà eu des mangas de chats qui préparent des ramen. Donc c'est pas une nouveauté, c'est une sous-catégorie mais je me du demande manga si gastronomique. Et sans parler du manga Akaneko Banashi, qui est un chat qui fait du rakugo. Ça, personne n'en parle, mais... Cagnard, qu'est-ce qui t'est arrivé en tête à la lecture de ce manga ? Bon, alors, je vais donner un petit peu de contexte, on va dire d'abord. J'ai lu un manga qui était horrible, horriblement noir, horriblement sombre, horriblement désespérant. C'était pas bien. Et j'étais un peu en pleine insomnie, tu vois. Et du coup, quand j'ai terminé ce manga, j'ai vraiment littéralement eu besoin de me laver les yeux, tu vois. Et l'esprit, je pense. Ouais, aussi, les yeux et l'esprit. La ronron-thérapie. Et j'étais dans la sélection des titres. Et là, je vois ce titre que j'avais déjà vu passer en plus. Et je me suis dit, ouais, il me faut le truc le plus léger du monde. Parce que je vais jamais réussir à m'endormir. Des chats qui font des ramen. Ouais, mais les ramen, c'est pas léger. Tu le sais, pourtant. Mais il fallait que j'agisse vite. Oui. Tu vois, je venais de terminer le titre. Il fallait vite que j'ouvre quelque chose, mais quelque chose de positif, quelque chose de. Donc je l'ai lu. Et du coup, la question qui m'a traversé vraiment l'esprit tout le temps pendant la lecture de ce manga, c'est: mais comment t'es arrivé à cette idée? Comment Mais c'est pas nouveau en fait, c'est ça le problème. Enfin, je sais pas si c'est un problème, mais c'est ça que moi je vois ça comme un problème, le fait que ce soit pas nouveau. Mais non, alors pas un problème, parce que c'est un manga qui, je trouve, est assez inoffensif, très tranche de vie, et effectivement, si on est passionné de chat, je pense que tu peux y trouver un intérêt. Mais tu vois, ce que je note d'assez différent avec la plupart des mangas de chat que j'ai pu lire, disons que la plupart du temps, ils ont toujours un aspect un peu pédagogique. On t'explique un peu les habitudes des chats et compagnie. Bon, okay. Enfin, souvent, j'ai l'impression. Alors que là, il y a vraiment rien de tout ça. Et du coup, je me suis dit, mais
comment elle est arrivée à ce principe de me dire je vais écrire une histoire avec un restaurant qui est tenu que par des chats et il y a une humaine qui va y arriver. Alors ok, tu te dis on va se placer du point de vue de l'humaine du coup. En plus ils le disent au début, elle préfère les chiens et donc on se rend très rapidement compte que dans ce resto elle doit nettoyer, c'est une première chose, mais elle doit aussi brosser les chats un petit peu H24. Oui, parce qu'en fait elle doit s'occuper des employés, elle est happiness manager. Et en fait j'ai juste transposé ça une seule seconde en me disant mais si c'était des humains, mais en fait tu serais une esclave, tu serais littéralement une esclave, tu serais payée. Ou alors elle serait la happiness manager. Ou c'est ce qu'on est vis-à-vis des chats, on est un peu leur esclave quand même, non ? Et du coup je me suis dit il y avait sûrement parce que donc on découvre très rapidement que cette humaine qui s'occupe très bien du nettoyage, du toilettage des chats, enfin je te dis il y a un côté un petit peu bizarre quand même quand tu repenses à ça en termes de travail, mi-esclave quoi, comme avec ton animal quand tu en as un. Ouais mais on me paye pas pour ça tu vois. C'est déjà plus t'aimerais bien hein. Et en fait c'est ça le pire. Tu te rends très rapidement compte que en fait elle travaillait dans une entreprise de publicité avant et elle a eu une très mauvaise expérience de travail. Et là elle est très heureuse dans cet univers avec les chats et compagnie, et je me suis dit là il y a peut-être une clé de comment t'as pensé à écrire ça. C'est que je me suis dit en fait c'est un récit complètement fantasmé quoi. C'est le mangaka a dû se dire moi mon taf de rêve tu vois, j'ai eu une mauvaise expérience de travail, alors du coup j'ai imaginé un truc où mon rêve c'est de travailler avec mon animal préféré quoi, des chats, mais parce que je trouve ça fascinant à quel point là, il n'y a même plus aucune pédagogie. En fait, il y a plus de pédagogie sur le ramen que sur les chats. C'est important aussi. On est plus dans l'ordre du manga de cuisine qu'autre chose, mais avec cette particularité. Et c'est pas le mot pédagogique que j'aurais choisi, c'est le mot tranche de vie sur les mangas de chats, où en général, c'est pas qu'on essaie de t'expliquer, c'est qu'on essaie de te raconter des histoires que tu revis. Tout le temps quand tu as un chat, il vient sur mon clavier d'ordinateur, je suis dessinateur et il vient toujours m'embêter, etc. C'est ce genre de choses qu'on essaie de te raconter, ou comme dans Chi avec il tombe contre des gros chats, il va peut-être se faire tabasser, on sait pas. Et il court dans le jardin. Il court dans le jardin et ainsi de suite. Et là, pas du tout, puisque les chats tiennent un restaurant. Mais c'est pas comme des chats. Pas comme des vrais chats. L'univers n'est pas expliqué une seule seconde, tu vois. C'est la réalité, c'est ça. C'est une forme de yashikei où tu te projettes dans un truc où il n'y a plus aucune règle, si ce n'est qu'il faut être happy, quoi. Maxime a raison. C'est au final limite un manga plus culinaire qu'un manga animalier, parce que ça parle des ramen, ça parle des ingrédients. Et je me suis dit tiens, c'est marrant quand même. Vous préparez du rôti de viande et vous êtes des chats. Tu vois. Mais la question est pas ça abordée. Se trouve, c'est de la souris, on t'a pas dit. Mais non, moi, ça me fait penser à quelque chose. J'y reviendrai un peu plus tard, mais ça rappelle aussi que le Japon, c'est le premier pays à avoir créé les bars à chats. En 2004, tu vois. Et je pense qu'il y a quand même déjà culturellement un terrain pour que les gens ils se disent ah ouais, tu vas dans un resto, tu vas dans un magasin et il y a des chats qui sont présents, c'est pas si bizarre en fait. Ouais, bien sûr. Après l'histoire des bars à chats au Japon est devenue compliquée puisqu'il y a eu des abus très très vite. Et maintenant les bars à animaux au Japon c'est plus d'ailleurs que des chats forcément, enfin ça dépend où. Mais ils le font principalement avec des animaux qui ont été abandonnés et qu'ils recueillent. C'est ça. Parce que y a eu un gros problème à partir du moment où le chat était plus mignon. Ils étaient dégagés et tout, donc non mais puis ils étaient sédatés pour être tranquille et pas flipper, alors que bon techniquement c'est un prédateur et il a pas très envie non plus d'être c'est vraiment la version fantasmée du bar à chat quoi, parce que t'as vraiment ce truc genre le chat parle. Moi c'est la première question que je me pose, tu vois, il y a des chats qui parlent, c'est bizarre non? Non, a priori non, parce que voilà, comme dit Maxime, c'est entre gastronomie tranche de vie d'un restaurant et de ce qui rythme la vie d'un restaurant, et enfin il n'y a même pas d'habitude sur les chats, tu vois, si ce n'est chaque chat aime bien sa brosse pour être brossé, tu vois. C'est tout ce que j'ai appris sur les chats dans ce manga, mais très peu sur le tigre aussi. Ça s'appelle Ramen Akaneko et c'est aux éditions Kurokawa. Et maintenant je vous propose de parler à quelqu'un qui adore les mangas de chats, si tout fonctionne. Et je vous propose qu'on l'appelle. Nous, pour l'instant, on entend la sonnerie, mais je ne sais pas si elle va bien nous entendre, parce qu'on n'a pas du tout pu tester avant. Bonjour Amélie. Bonjour. Bonsoir. Est-ce que tu nous entends bien ?
Oui, je vous entends bien, merci. Super. Alors, Amélie, tu vis à Porrentruy en Suisse, dans le comté du Jura, c'est ça, c'est comme ça qu'on dit, dans la région du Jura en Suisse. Le canton. Canton, oui, pas le comté. Oui, la comté, c'est comté, c'est un fromage. C'est dans Bilbao. La comté, c'est le Hobbit, c'est pas la même chose. T'es carrément allé sur un pays imaginaire. Ouais. Oui, tout à fait. Et tu tiens une librairie là-bas. Oui, entre autres, effectivement. Et alors, dans cette librairie, tu as même fait une zone spéciale manga de chat ou livre de chat ? C'est exactement ça, ouais. Raconte-nous tout. Dis, j'ai plein de questions, mais vas-y, lance-toi. Eh bien, voilà, moi je suis une fan de chats inconditionnelle. J'en ai 4 à la maison et du coup ouais et du coup quand on a ouvert la librairie on voulait vendre des choses qui nous plaisent en premier et puis comme je m'occupe en partie du rayon manga eh bien j'ai voulu mettre en avant les mangas de chats puisque c'est des mangas que j'apprécie beaucoup et du coup j'ai fait une petite section chat qui plaît pas mal à mes clients parce que en fait on est plein sur la planète à aimer les chats de façon inconditionnelle. Comment ça s'appelle d'ailleurs les fans de chats? Il doit y avoir un mot, non? Élurophile. Élurophile, ok. Et est-ce que tu as des chats dans ta librairie aussi? Alors j'aimerais bien, mais non. Parce que j'aurais trop peur qu'ils s'ennuient déjà et puis qu'ils imbibent quand même un peu les livres parce que c'est quand même, les chats, c'est pas, ça se dresse pas. Alors j'ai une question en tant que fan de manga de chats. Est-ce que tu peux me donner, tes 2 titres préférés, tu vois, ceux vraiment, tu trouves qu'ils surnagent dans le milieu du manga de chat, tu vois? Oh là. Alors le titre que j'ai beaucoup aimé qui est sorti récemment, c'est Le Gros Chat et la Sorcière Grincheuse. Oh yes. Tu viens de te faire une copine, bravo. Voilà, alors je le conseille beaucoup et puis il part bien. Et puis j'ai une petite, j'aime bien l'univers de Creepy Cat parce que c'est un peu gothique, donc ouais. Voilà. Mais du coup, on va dire que dans le game du manga de chat, l'équivalent du Dragon Ball n'existe pas. C'est ce que je cherchais, genre le manga de chat qui met tout le monde d'accord. Parce que, ouais, mais tu vois, justement, elle a pas dit Chi, elle a dit Le Gros Chat et la Sorcière Grincheuse. C'est une sortie plutôt récente. C'est pas un bouquin culte, mais je me demandais si il y avait vraiment du manga culte où là, tu peux rien dire sur ce manga de chat, quoi. Non, j'ai entendu Chi, alors c'est vrai, ça date un peu maintenant, et puis je dois dire qu'on le vend pas énormément, puis c'est pas mon préféré, non, j'ai pas l'impression qu'il y a un Dragon Ball du chat. Il y a un chat dans Dragon Ball, il y a Maître Carré. Oui, alors il y a un chat dans Dragon Ball, mais il y a pas un Dragon Ball du chat. Alors j'ai une deuxième question dans ton rayon manga chat, est-ce que tu as une catégorisation? Non, il n'y a pas de. Ça, c'est les mangas de baston de chat, ça, c'est les mangas de tranche de vie de chat. C'est pas poussé jusque-là encore. C'est déjà suffisamment compliqué de faire des catégories, donc si je dois encore subdiviser les chats, non, ça n'ira pas. Et c'est quoi du coup, justement, tu disais que t'es devenu fan de manga de chat. C'est quoi le premier manga avec des chats vraiment où tu t'es dit ça marche bien et ça me plaît bien et à partir de ce moment-là, tu t'es mis à t'intéresser à tous les mangas avec des chats dedans, quoi. Alors en fait, le premier manga de chat sur lequel je suis tombée, c'est Chi. Et puis ça m'a fait craquer, quoi. C'est vraiment hyper chou. Donc je suis vraiment partie de là. Et puis après, quand on est élurophile comme moi, on achète à peu près tout ce qui a un chat dessus. Donc du coup après, je prends un peu tout ce qui me tombe sous la main. Même les trucs avec des zombies et des chats. Oui, j'aime beaucoup les zombies et les chats aussi. Oui. Il y avait ce titre chez Canal qui était super bien. On en avait parlé. Walking Cat, ouais, qui était hyper bien. Oui, qui est hyper bien. Oui, j'aime beaucoup, mais je le conseille pas trop aux enfants, par contre. Très peu. Mais alors, nous, c'est toujours la question qu'on se pose parce qu'on voit les ventes de manga de chat qui explosent à chaque fois pour certains titres. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, les élurophiles, dans les mangas de chat?
Je suis pas sûre de pouvoir expliquer ça. Je sais pas. Enfin, c'est vraiment le fait. Alors, il y a plusieurs types de manga de chats. Déjà, effectivement, il y a quand même ceux où ça raconte un peu notre quotidien avec les chats. Et puis ça nous fait vraiment beaucoup rire, ce genre de choses, parce que on se retrouve avec ce qu'on vit des fois avec nos chats à la maison. Et puis après, il y a le fait qu'il y ait un chat rend l'histoire tout de suite beaucoup plus attrayante, parce que ça me rappelle vraiment des choses à la maison, quoi. Genre le gros chat et la sorcière grincheuse. Non, mais ça me fait rentrer plus facilement dans un univers. Et puis non, le mais gros tu vois, chat, comme oui, quoi, j'ai tu un énorme catégorises chat. sur mine de rien. Tu catégorises un peu. Tu t'attaches aux personnages parce que physiquement, ils ont un truc qui te plaît, enfin esthétiquement, on va dire. Et le public, Oui. alors, dans ta librairie, le public qui achète ces mangas de chats, c'est assez. C'est quoi? C'est un public assez diversifié ou c'est quand même globalement toujours le même type de personnes? C'est plutôt des gamins, plutôt des adultes, plutôt. Alors, c'est très diversifié. Donc, j'ai vraiment, il y a des enfants qui viennent effectivement j'ai un petit qui a 9 ans, qui vient à peu près toutes les 2 semaines me demander quand sort le prochain Chaventure de Tai et Mamisou. Et à chaque fois, il est très déçu. Il est toujours très déçu parce que s'il dit mais ça n'arrive pas tout de suite, il faut attendre un peu. Il faut les fabriquer. Ouais, voilà. Et donc ça, enfin voilà, ceci c'est vraiment pour les enfants. Et puis après, il y a tous ceux, les adultes qui aiment les chats, voilà, dans le sens large du terme, où vraiment ils vont chercher quelque chose de facile et tranquille, enfin juste pour se reposer, quoi. Alors, type la gameuse et son chat ou ce genre de choses. Et puis après, voilà, il y a ceux comme moi qui de toute façon prendront parce qu'il y a un chat sur la couverture. Et vous n'êtes pas lassé au bout d'un moment vous arrivez à toujours trouver des titres qui vous surprennent ou au bout d'un moment vous vous dites quand même je sais pas, il réapplique une recette qu'on a déjà vue, il y a quand même toujours des surprises, des nouveaux titres qui arrivent à vous surprendre? Oh, alors, non, pas toujours. Ouais. C'est quand même très redondant, effectivement. Après, il y a quand même des très bonnes surprises, mais dans l'ensemble, ça reste toujours vraiment un peu du quotidien avec les chats, c'est vrai. Tiens, d'ailleurs, j'avais une question à ce sujet-là. Est-ce que toi, du coup, par exemple, tu nous dis que tu achètes tous les mangas où il y a des chats dessus. Est-ce qu'il y en a que tu trouves foncièrement mauvais? Et si oui, pourquoi? Alors, je les achète pas tous du coup parce qu'il y en a quand même vraiment qui sont. Oui, non, mais c'est mauvais. vraiment beaucoup, hein, mine de rien. Ça fait un budget, quoi. Ouais. J'ai pas assez de budget pour tout acheter. Donc, non, alors j'achète pas tout parce qu'il y a vraiment des choses vraiment pas bonnes, quoi. Puis il y a aussi le dessin qui fait que. Non, je vais pas donner. Ça va, elle est pas contre la cause des chats non plus. Non, je vais pas donner de titre, mais par contre, il y a le dessin qui joue beaucoup. Ouais. Oui, j'imagine que le côté représentation un peu mignonne du chat, ça prend une grosse partie quand même. Exactement. Et donc dans ta librairie, tu fais que du manga ou non, t'as d'autres choses? Alors on est une librairie spécialisée jeunesse, donc on a aussi de la BD. Tout ce qui est livres pour enfants, et puis on a aussi du young adult, et on est là plus particulièrement spécialisé en fantasy. Bah vas-y, fais de la pub, donne le nom, tu peux tout donner. Elle a l'air trop bien, cette librairie. Si je peux, allons-y. Ah, merci, c'est gentil. Alors c'est l'Imaginarium à Port-en-Truy. Ah, c'est joli. Et voilà. C'est gentil, merci beaucoup. Eh ben merci beaucoup Amélie de nous avoir donné et d'avoir partagé cette passion hellurophilique. Oui, j'ai tenté. Le problème c'est qu'il y a Uro, ça doit avoir des problématiques. Et embrasse tes chats. Les 4. Oui, les 4, oui, avec plaisir. Comment ils s'appellent? Ouais, on peut avoir les noms. Alors, il y a Hadès. Il y a Caillus. Oui, Hadès, c'est un chat des forêts norvégiennes. Il y a Caius. Thalie, c'est la muse de la poésie en grec, et le petit dernier qui est un adopté, donc qui n'a pas le même nom que les autres, enfin dans la même ligne, il s'appelle Gatsby. Oh, ça reste littéraire. Ils sont très stylés les noms. Ouais. Bon bah écoute, embrasse tes. C'est pas moi qui l'ai donné du coup. Embrasse tes chats de notre part et merci d'être venu dans l'émission Amélie. Merci beaucoup Amélie. Avec plaisir, merci à vous, à bientôt. Salut. À bientôt, salut.
D'une fan de chat au fan service de chat, Cagnard, qu'est-ce que tu en dis maintenant qu'on a parlé? Il n'y a qu'une papate, c'est exactement. Maintenant qu'on a parlé de Ramana Kaneko, maintenant qu'on a parlé de différents mangas de chats, toi, t'as essayé de visualiser et tu t'es dit, attends, il y a carrément une catégorie ou une espèce de fan service spécial chat. Je suis désolé, je suis resté bloqué sur le jeu de mots de Romain, je le trouve vraiment trop bon. En fait, je sais pas comment rebondir là-dessus. J'ai l'impression qu'il a déjà tué ma partie, en gros. Donc ouais, j'avais envie de parler de fanservice de chat. En fait, ça m'intéressait de faire une petite partie sur le fanservice parce que je trouve que souvent, on limite un peu le terme fanservice. Quand on pense fanservice, tu sais, on voit de suite les grosses poitrines, les scènes un petit peu sexy. Alors évidemment, hein, c'est vrai, mais parfois j'aimerais bien qu'on agrandisse le spectre, tu vois. En fait, pour moi, le fanservice, ça peut être avec plein d'autres choses, type le running gag d'un personnage, par exemple. Tu vois ça souvent dans les OAV de Naruto ou autre. Ou même, tu sais, quand tu blases un nom de jeu vidéo ou de dessin animé, c'est du fanservice aussi. Ouais. Hein. Une technique spéciale que tout le monde attend pour voir une séquence entière que le lecteur attend, type le voyage, la sortie scolaire à la plage, tu vois, qui est pour moi aussi du fanservice. Du coup, bref, je voulais un petit peu alerter nos auditeurs sur le fanservice est beaucoup plus insidieux que ce que vous pensez. Attention. Il est peut-être même parfois déjà parmi nous, parmi nos titres préférés, sans qu'on s'en rende compte, tu vois. Et donc, à partir de ce postulat, j'ai un petit peu essayé de pousser le raisonnement et je me suis rendu compte que, en fait, dans une grande majorité de shonen, alors j'entends shonen neketsu, bien évidemment, il y a très souvent un perso qu'on peut assimiler à un chat. Et vous savez, c'est très proche de cette notion qui peut aller avec des caractères de personnages, tu vois, vraiment. Et c'est toujours, c'est un personnage qui est épris de liberté, il est assez agile, il est malicieux. Et en fait, j'en arrive à me dire que parfois, c'est vraiment des obsessions d'auteur, parce que tu vois, je faisais un petit peu le compte. Et j'ai très rapidement pensé à des persos en fait qui venaient tous de chez Togashi. Ah bon? Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Et après, j'ai réfléchi 2 secondes. Je me suis dit, oui, mais Togashi, il est marié avec Takeuchi, pardon. Et Sailor Moon, les chats encore. Donc là, je me suis dit, ok, en fait, ça, c'est juste obsessionnel. C'est chez eux, tu vois. Parce que si tu regardes, tu sais, dans Hunter, t'as Neferupito, Kirua, il est souvent dessiné comme un chat aussi. Oui, c'est vrai. Kurapika, à ce truc-là, avec les yeux aussi. Et il y a même Gon, qui est dessiné à un moment de manière avec un petit peu en chat, parce que pour montrer que, tu sais, il a un côté vraiment malicieux. Et tu sais, j'ai continué dans Togashi, et je me suis dit, mais attends, mais dans Yu Yu Hakusho aussi, en fait. Genre, t'as un perso qui est carrément, c'est un chat, t'as Jin, le maître du vent, qu'affronte Yuzuke, mais t'as plein de persos qui assimilent aussi ce truc un petit peu du caractère de chat. Et Kurama, il a cette partie-là aussi. C'est un renard, ouais. Ouais, mais mine de rien. Le renard, c'est un peu entre le chat et le chien, quoi. Alors, merci, j'allais y arriver. Mais t'as Iai. Alors, je suis pas d'accord. C'est un chien qui se comporte comme un chat. Les fans de renard doivent sauter au plafond. Ils sont remontés comme des coucous. Ils plongent dans la neige. Et de la même manière, Yuzuke aussi. Parfois, il est représenté un petit peu avec une tête de chat quand ils sont en SD. Il a les yeux un peu bridés en amande. Ouais, voilà, tu vois. Bon, bref, je me suis dit, bon, ça, c'est Togashi. Voilà, sûrement qu'il adore les chats. Lui et sa femme, ils sont fans de chats et c'est tout. Mais d'un autre côté, je peux pas m'empêcher de me demander si c'est pas parfois, tu sais, une stratégie éditoriale un petit peu chez des auteurs pour être sûr de remporter l'adhésion du public. Et donc pour moi, cette notion de chat, de caractère de chat dans les personnages, je peux carrément la juger comme du fanservice aussi. Et tu vois, pareil, j'ai essayé de trouver du coup des persos autres que Togashi. Et donc, tu vois, t'as Train dans Black Cat. De toute façon, Black Cat, c'est le titre. Kuro dans One Piece, c'est un personnage très chat. Maître Karin, bon ça on n'en parle pas, Puar aussi dans Dragon Ball, et je suis même arrivé jusqu'à ouais, mais est-ce que je peux en trouver un dans Naruto? En fait, Kurama, il est très chat au final. Il a ce truc, il a ce truc hyper malicieux, agilité, et Naruto quand il se transforme, il a ces trucs qui apparaissent sur le visage, tu vois, comme un renard. Comme un renard, mais tu confonds les renards et les chats, je suis désolé. Ah oui, mais je trouve qu'il y a vraiment une filiation renard-chat, et si seulement vous connaissiez mon chat, je peux vous assurer que c'est un petit Kurama. Alors après, pour aller dans ton sens, le chat, le renard et le tanuki,
sont les 3 animaux métamorphes folklorique du Japon. Oui. Donc il y a quand même une espèce de... Il y a une petite, il y a des passerelles. Et le chat, le renard et la belette, c'est très important en Bretagne. Exactement, c'est pas la même folklore. Et dites-vous qu'il dit ça avec une tranche de jambon à la main. Hein. Ça, les auditeurs peuvent pas le savoir, mais... C'est de la dinde de renard. C'est de l'andouille de Guéméné, ok. C'est du renne, monsieur. J'ai pris des exemples qui étaient un peu vieux, mais je trouve même dans les mangas modernes, on va toujours trouver un personnage assimilable au chat. Tu vois, dans Seven Deadly Sins, t'as Arthur qui a ce truc-là. Dans Haikyuu, t'as Kozume qui est vraiment un personnage identifié chat, toujours avec ce truc liberté. Et dans l'attaque des titans, est-ce que c'est Levi? Bah, en même temps, dans l'attaque des titans, ils ont exactement les. Levi est très propre, effectivement. Et je pense vraiment que même si c'est de manière inconsciente, il y a ce truc que dans les groupes de personnages de shonen plutôt neketsu, il y a toujours un perso à qui on va donner un peu un caractère de chat, parce que je pense que t'es un peu garanti d'avoir l'adhésion du public avec ce genre de personnage, quoi. Après, je sais pas si c'est vraiment du fan service. Alors, oui, potentiellement, je pense qu'il y a un calcul en se disant voilà, si je lui donne ces caractéristiques-là, comme tu dis, je vais favoriser l'adhésion du public. Mais je pense qu'il y a aussi dans la nature même, c'est un peu ce que je disais en introduction sur pourquoi les chats fascinent les hommes, c'est aussi dans la nature même des chats, il y a un truc intéressant à puiser pour créer un personnage un peu, en tout cas, évoquer tout de suite à des lecteurs une nature et une façon de se comporter. Mais tu vois, ça peut être juste parce que c'est intéressant aussi narrativement. Et puis même, ce qu'on disait graphiquement, quand tu dis Togashi, effectivement, quand il représente un personnage un peu en dessin cartoon avec une tête de chat, je pense que c'est juste parce que pour lui, c'est facile de faire comprendre la situation à ce moment-là. Si le perso a des traits de chat, ça veut dire qu'effectivement, il est malicieux, il est dans un... En tout cas, narrativement, c'est fou que il y a un sens à ça, quoi. Tu vois, ce gimmick de malicieux est traduit exclusivement par le même animal, tu vois. Ouais. Ah, ça peut pas être un castor, un lama. Regarde, même dans My Hero Academia, tu vois, le principal du lycée, c'est pas un chat, c'est un castor, je crois, un truc comme ça. Ah ouais? Ouais, je sais pas. Un castor? Bah, c'est un animal. Attendez, oui, c'est un animal. Ouais, j'ai l'impression qu'on n'a pas lu le même. Mais je vous assure qu'il se comporte pas mal comme un chat. Tu vois, il va faire sa sieste dans le coin et compagnie. Il y a vraiment ce truc de. C'est un animal, encore une fois, à qui on pardonne beaucoup et qui a ce côté attirant, je pense, où. Dès que tu vois un perso qui est un peu assimilable à cet état d'esprit d'indépendance, de liberté et compagnie, tu comprends direct, tu te dis ah ouais, c'est un petit peu le chat de la bande, quoi. Enfin, en tout cas, c'est le sentiment que ça m'a donné après plus, on va dire, de réflexion en repensant, où à chaque fois je me dis mais dans tous les shonen, j'ai l'impression que je peux trouver un caractère comme ça et un personnage un peu comme ça. Bah après, c'est sûr que, bon, après, moi, je ne connais pas très bien les chiens, mais les caractéristiques qu'on attribue aux chiens et aux chats sont très différentes, au sens où le chat a l'air d'avoir une palette beaucoup plus large. Il peut être joueur, il peut être malicieux, mais il peut être inquiétant. Alors que le chien, il doit être fidèle et c'est tout. Et il est content, pas content, plutôt, soit il est content, soit il est triste, en général. Et alors que les chats, ils peuvent s'en foutre, être chill. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de traits de personnalité avec un chat, c'est vrai. Bah, ils sont plus mystérieux, tout simplement aussi. Tu vois, un chat, tu sais jamais vraiment ce qu'il pense. Il est... justement, chez les Égyptiens, encore une fois, c'était les gardiens des tombeaux, parce qu'on dit, on dit que les chats, ils voient les fantômes, ils voient les esprits, machin. Enfin, il y a un truc assez mystérieux aussi dans le caractère des chats. Puis les chats, c'est des connards, mais on les aime bien, tu vois. Ce qui est typiquement, le propre d'un personnage un peu badass dans un manga. Tu sais que c'est un connard, mais tu l'aimes bien quand même. Ouais, bon, fact-checking en direct. Oui. Nezu, le proviseur du lycée. C'est pas un chat. Non, mais j'ai jamais dit que c'était un chat. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais c'est pas un castor non plus. C'est une grosse souris, mi-chien, mi-ours. Ok, d'accord. Ouais, bah moi j'ai donné le nom d'un vrai animal, excuse-moi. Tu vois. Un chiours. Voilà, c'est un mélange. Non, mais on est plutôt proche de la souris du coup. Putain, attendez, vous m'avez regardé, là, je vous ai choqué, quoi. Alors effectivement, je m'en souvenais peut-être pas exactement, mais un castor, impossible. Tu t'es fait fact-checker en direct. Mais non, mais j'ai cru, il allait me dire, bah non, c'est un T-Rex, Cagnard, qu'est-ce que tu racontes? Ah là là. Mais bon, en fait, je trouve que je pense qu'au Japon, ce qui
marche aussi beaucoup, c'est qu'effectivement le chat, il est très mystérieux. Enfin, il est ésotérique quelque part. Tu vois, il y a plein de yokai qui ont pour base l'animal, le chat. Et ça peut être un chat géant, ça peut être des chats qui se transforment en humains, ou au contraire des humains qui prennent l'apparence de chat. Et il y a plein de variétés comme ça de yokai qui sont apparus au fil des années. Et assez tôt en fait dans l'histoire du Japon. Surtout qu'au Japon aujourd'hui en tout cas, le chat c'est tout un délire. Si je dis, Julie, que peut-être un petit dixième des mangas de chats sortent en France, est-ce que je suis dans le bon ordre d'idées? Je dirais que oui, mais encore une fois, j'ai pas de chiffres sérieux à te proposer. Donc, mettons que, alors, si on parle vraiment du manga, il y a quand même donc actuellement deux magazines manga qui publient. Non pas exclusivement, mais vraiment avec une très forte ligne éditoriale basée sur des histoires de chats. Donc c'est que des histoires. Il y en a deux. Il y en a deux, mais je veux dire, ils sont une certaine longévité. Parce qu'il y en a qui sont édités depuis plus de 20 ans. Ah oui, quand même. Et il y a d'autres titres qui apparaissent que pour une année ou deux. Tu vois, et là, on a même des magazines lifestyle, donc moi et mon chat, ou tu vois, des trucs comme ça, qui sont bimestriels. Donc, tu en as quand même un certain nombre pour l'année. Et de temps en temps, ils vont avoir une section manga, ils vont proposer un feuilleton pour compléter les articles et les reportages qu'ils font à côté. Donc, c'est quand même tout un délire. Et moi, je dirais, le Japon, c'est le pays du chat. Après l'Égypte, parce que eux, ils l'ont déifié, ils l'ont momifié. C'était il y a longtemps. Mais quand tu regardes attentivement l'histoire de la culture et de l'histoire, on va dire, des mœurs, la domestication du chat, elle a été tout de suite très appréciée, même si pendant très longtemps, c'est quand même les aristos qui pouvaient en bénéficier. Mais la première mention écrite de l'animal, c'est pendant la cour Heian, donc aux alentours de 822, quoi. Donc c'est quand même assez ancien. Et petit à petit, ça va se démocratiser jusqu'au XVIIe siècle. Le XVIIe siècle, là, ça va être... alors c'est marrant parce que juste avant, il y a une espèce de il va y avoir des lois qui vont encadrer l'achat et la vente de chats. D'accord. Oui. Parce que c'est le moment où il y a un grand boom démographique, économique. Et donc, il y avait plein de bourgeois qui voulaient protéger leur production, que ça soit du papier, du textile. Il fallait donc des granges énormes et donc beaucoup de chats pour protéger les matières premières et tout. Et en fait, il y a eu un moment où on protégeait tellement les chats qu'ils avaient des domestiques qui étaient dédiés chez eux. Et donc, il y a eu des lois somptuaires aussi qui ont été là pour dire « Attendez, on arrête tout là, c'est un animal qui doit servir au plus grand bien. » Et donc, ils les ont relâchés petit à petit pour que dans les villes, notamment, ils chassent les rongeurs, etc. Et petit à petit, c'est devenu un animal de la vie commune. En plus, en parallèle, tu as quand même le manekineko, qui est quand même le symbole, je pense, de tout voyageur. Le chat qui fait coucou avec la patte. En fait, ça vient d'une histoire de 1659, puisque donc, le seigneur Naotaka a été sauvé par un chat qui lui faisait signe d'entrer dans un temple et il a évité la foudre, apparemment. Donc, ça lui aurait sauvé la vie. Et il a décidé que ce temple serait dédié au chat. Et c'est là où on fête le temple Gotokuji. Attends, ça a démarré avec ça? Oui et non. Avec un mec qui a cru voir un chat qui dit viens. Oui. Et du coup, donc attention, c'est codifié. Hein. La patte droite, donc c'est pour l'argent, pour amener l'argent, et la patte gauche, c'est pour retenir les clients. Donc, quand même cette notion de rétention d'attention comme sur les réseaux sociaux. C'est dans certains restos quand tu donnes un pourboire et il y a la patte du chat qui attrape la pièce. C'est la meilleure manière d'avoir un pourboire dans un resto, je pense. C'est clair. Mais bon, tout ça pour dire que c'est il y a plusieurs choses en parallèle, parce que donc il y a cette importance que le chat a dans la culture historique, mais en même temps, ça se diffuse aussi à travers l'art, à travers tout ce qui est les croyances
puisque donc le côté mystérieux, magique du chat, ça commence aussi même dès le Moyen-Âge. Tu vois, comme on savait qu'ils chassaient les souris, et que il y avait ce truc un peu bizarre de ils n'ont pas des comportements qu'on pouvait expliquer. Des fois ils sont bien, des fois ils sont pas bien, des fois ils viennent, des fois ils tègent. Enfin, on sait pas, on comprend pas ce que les chats imaginent. Il y avait cette idée que ils voyaient les morts, ils étaient en rapport avec les fantômes, avec tout un pan de monstres, etc. Et donc qui petit à petit... Ils ont storytellé pour expliquer l'inexplicable des chats, tu vois. Ton chat est un connard, et tu vas dire ouais, mais il voit des fantômes aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un truc aussi dans le tempérament du chat et l'attitude du chat, un truc très zen? Tu sais, le chat, c'est un animal qui des fois reste au soleil, à apprécier tu vois, genre très contemplatif aussi dans certains trucs. Et est-ce que c'est pas aussi un comportement finalement en phase avec une certaine spiritualité bouddhiste, ou tu vois, un truc c'est marrant que tu dises ça, parce que justement cette période où je dis les premiers yokai sont apparus, c'est la période Kamakura, donc aux alentours de 1200. Et en fait c'est aussi le moment où le bouddhisme zen est introduit au Japon. Donc il y a une espèce de corrélation qui va se faire et qui va travailler qui incarne un peu ce truc aussi, quoi. Et moi, ce qui me fait aussi pas mal rire, c'est que donc là, on va faire un petit bond dans le temps, on va jusqu'à la période Edo. Donc, et à partir de 1600, les chats aussi donc, sont beaucoup plus présents dans la vie de tous les jours, on va dire. Ils ont cette mauvaise habitude de lécher les lampes à huile, parce qu'ils sont soi-disant, alors d'après les scientifiques, en manque de certains éléments qu'on trouvait dans les protéines animales, et ils n'ont pas accès à beaucoup de rongeurs. Il y a trop de chats, pas assez de rongeurs. Et le seul moment où ils peuvent avoir un petit peu de protéines, c'est si on leur donne du poisson. Mais bon, on peut pas non plus... ça quand même coûte... Enfin, tu vois, ça coûte un peu cher. C'est-à-dire qu'ils avaient des serveurs, des serviteurs. Après, ils ont eu des gens qui pêchaient pour eux. Voilà. Bon, ça demande trop d'entretien. Ça devient beaucoup, là. Et en fait, il y a cette croyance qui va petit à petit infuser à partir de l'ère Edo, que les chats, ils ont des pouvoirs magiques qui se transforment pour te piquer ton huile. Enfin, et c'est très, très bizarre. Et moi, ça me fait rire parce que je me dis, mais qu'est-ce que ça donne, nous, maintenant, à notre époque? On en arrive à, dans la culture populaire, à partir des yokai de Shigeru Mizuki, ou après, encore plus loin, tout ce délire autour des femmes chats, des femmes tu vois, qui ont des oreilles de chat, et même les maids, enfin, je veux dire, le fait que... Oui, c'est vrai que les maids, il y a un côté très chat, chatte, pour le coup. Tokyo Mew Mew, je veux dire, c'est pour les enfants, mais c'est des petites filles avec des oreilles de chat qui ont des super pouvoirs grâce aux chats, etc. Et c'est vrai que je pense pas qu'il y ait d'autres pays où, tu vois, ils aient poussé le délire aussi loin d'avoir comment dire, c'est quasi sexualisé au final, une attirance pour les Ah, mais ça c'est parce que toi t'as des non, je sais pas. C'est pas moi qui ai lu Tokyo Mew Mew, en tout cas. Mais je sais pas, j'aurais pas dit que c'était sexualisé. Tokyo Mew Mew, je trouve pas spécialement ça. Non, mais c'est des magical girls. En gros, avec des pouvoirs de chat, les magical girls, c'est toujours un minimum sexualisé de toute façon. C'est quasi des idols, hein. C'est un peu l'idée. Je dis pas que c'est un manga de pervers, tu vois, ou quelque chose comme ça. Mais pour moi, il y a toujours cette vibe qui est en sous-texte, hein, toujours qui est en fond, mais il y a toujours cette vibe un peu de on humanise et on féline le personnage féminin, tu vois. Oui, puis on mêle ce truc, le charme et le mignon et le. Alors, c'est charmant, c'est mignon, c'est sauvage, ça se laisse pas faire, ça fait beaucoup, quoi. Donc tu peux en plus créer plein de personnages, plein de facettes différentes, et ça devient très malléable. La plupart des Magical Girls ont des chats, ont des camarades chats qui sont extraterrestres et leur donnent leur pouvoir. C'est pour ça que j'ai le couple Togashi Takeuchi. Oui. Ils ont un problème avec les chats. Un problème. Alors après, non, parce pas qu'avec ça, mais... Alors moi, de ce que j'en sais, je pense que la championne, c'est Moto Hagio. Hein. Elle en a 7 dans son atelier. Elle adore les chats. Enfin, c'est son truc, quoi. D'ailleurs, régulièrement, donc, elle fait des interviews. T'as les chats qui passent. Enfin, bon, bref, tout va bien. Mais il y a plein d'auteurs. Enfin, Junji Ito, il a fait un tome où il parle de ses chats. Et il y a plein d'auteurs de manga qui parlent aussi de leur quotidien avec soit leur animal de compagnie, donc soit les petits chiens, soit les petits chats. Mais ceux qui ont des chats, ils en ont rarement que un.
Enfin, je crois ouais, que. Mais t'imagines Togashi avec sa collectionnite et tout, son truc de cartes. Ouais, je sais pas, peut-être qu'il en a un plusieurs, chat hein. par race en différents exemplaires au cas où il y en a un qui meurt. Oh, c'est horrible. Mais non, mais je pense que effectivement, des fois, ils te parlent aussi de quand leurs animaux meurent. Enfin, des fois, t'as des pages comme ça. Je crois que c'est l'autrice de Yona qui raconte régulièrement les aventures de ses chats. Et elle en a 3, je crois, et il y en a un. Bon, il était en très très mauvaise santé à un moment. Ouais. Donc, c'est là-dessus que j'avais bien aimé Walking Cat aussi, parce que mine de rien, c'est les persos qui meurent au fur et à mesure de cette série, alors que le chat, lui, il continue à vivre, mais du coup, t'as vraiment ce moment de séparation de l'être humain qui sait qu'il va mourir, mais qui lance quand même un message positif au chat, alors que c'est un chat, il te comprend pas, il y a pas de problème, mais il y a vraiment toute une réflexion hyper intéressante, je trouve, là-dedans. En fait, ça, si on prend un peu de recul, c'est aussi que une référence finalement très très lointaine, un roman qui date de 1906. 1905-1906, c'est Natsume Soseki qui a écrit Je suis un chat. Donc, c'est l'adaptation de Je suis une légende, mais en version chat. Parce qu'en fait, c'est l'histoire d'un professeur d'anglais, lui-même était professeur d'anglais, qui a un chat. Et le roman, c'est le chat qui te raconte les allées et venues des différents humains que son maître fréquente, maître ou esclave, hein, des fois ça dépend, et qui te raconte ce professeur qui est empêtré dans ces traditions de petits bourgeois japonais de début de Meiji, mais qui est de plus en plus fasciné par l'Occident, qui veut boire du café, il y a tout un truc comme ça de critique. Nous, on a eu les lettres persanes. Les Japonais, ils ont eu Natsume Soseki qui leur racontait comment c'était par-delà l'océan, comment c'était en Angleterre, qu'est-ce que c'était de mettre des chaussures, etc. Et là, en fait, Wagarai Ganeko de Haru, c'est en fait un roman que tous les Japonais connaissent, parce que c'est un des premiers romans qu'on leur fait lire à l'école. C'est vraiment au niveau primaire, tu vois, même si c'est ancien. Mais du coup, je pense que à peu près tout le monde ensuite va enchaîner sur Doraemon ou Hello Kitty. Enfin, on a tellement de mascottes de chats. Ce qui est intéressant, c'est qu'au final, il y a des chats à tous les niveaux d'âge, on va dire. Ça peut te prendre vraiment très très jeune, mais au final, avec toutes les catégorie d'âge, tu auras toujours un truc avec un chat qui peut correspondre à ton âge, quoi. Pour arriver jusqu'à l'un des premiers mangas de chat sortis en France, What's Michael. C'est vrai. Toujours disponible. En sens de lecture français. En sens de lecture français. Je sais pas, il est encore en sens de lecture français quand il est réimprimé aujourd'hui. C'est possible. Ouais, la question c'est plus est-ce qu'il a été réimprimé. Oui, il existe encore. Et les magazines de chats, de manga de chat, c'est plutôt pour quel public? C'est adulte quand même ou c'est plutôt adulte. Ouais. Mais en fait, c'est marrant parce que tu peux avoir de tout. Soit c'est des histoires anthropomorphes avec des chats qui mènent des enquêtes policières. Ou au contraire, c'est comme un peu Walking Dead, mais bon, sans les zombies. Donc des tranches de vie où c'est raconté par les chats. Ou au contraire, des trucs hyper comiques à base de non mais c'est vraiment, on fait de la merde n'importe comment avec comme un magazine comme un Jump, tu vois, où tu vas avoir un récit de chat yakuza, un récit de chat sportif, un récit de chat gastronomique, tu vois, et vraiment tu peux changer de style, quoi. C'est même plus la catégorisation chat n'existe pas en fait. En fait c'est très drôle parce que un des plus connus, je crois c'est le Neko Punch en fait, qui existe depuis 2006, et eux en fait ils font parfois des numéros spéciaux, genre que des chats noirs ou que des chats que des récits historiques avec des chats, tu vois, genre les chats de Edo, que des délires comme ça. Marie-Chatoinette. Voilà. Bon, moi j'ai entendu parler de Doraemon et j'ai envie de parler de Doraemon parce que bizarrement tu t'es réveillé sur Doraemon. C'est quand même le chat le plus connu du Japon, non? Ouais, sauf qu'il a perdu ses oreilles. Ou le plus connu au Japon. Ouais, parce qu'en France c'est un petit peu plus compliqué. Le chat de manga le plus connu en France peut-être, ouais. Mais voilà, il y a 2 ans, c'était en avril 2022, le monde du manga a donc perdu tragiquement l'un des 2 auteurs de Doraemon, un mangaka de près de 70 ans, Moto Abiko. C'était la moitié donc d'un duo d'auteurs connus sous le nom de Fujiko Fujio. Et sous ce nom, avec Hiroshi Fujimoto, ils ont créé Doraemon, qui, lui, Fujimoto nous avait quitté il y a bientôt 30 ans, dans les années 90. Et donc pendant plus de 50 ans, ils ont fait ce chat robot qui voyage du futur pour aider un garçon de 10 ans grâce à des inventions. C'est devenu une icône de la pop culture japonaise à partir d'un pitch totalement what the fuck.
pour le coup. Ouais, et puis en plus, moi je pense que c'est vraiment ça et Sazae-san. Tu vois, Doraemon, Sazae-san, c'est les mangas du dimanche soir. Tout le monde connaît. Je veux dire, je connais des chauffeurs de taxi qui fredonnent, tu vois, inconsciemment la musique de Doraemon quand ils travaillent, tu vois. Donc c'est vraiment. Est-ce très, que c'est très l'équivalent bizarre. du Batman du dimanche soir pour les gens des années 90 Ouais, tu ou vois, les Zorro ou les trucs comme ça. Des sériels vraiment du dimanche soir. Quoi. Ouais. Mais moi, je me suis posé une question. Je me suis dit, mais si ce personnage a bercé la vie comme ça de plusieurs générations de Japonais, donc c'est grâce au manga, ok. C'est aussi grâce au long métrage d'animation. J'ai compté 42. Yeah. Il y a 42 films Doraemon. Autant que les presque un par an. ouais. Et donc voilà, j'ai cherché d'où vient ce succès, et bien souvent dans ces mangas avec des longévités impressionnantes, ou dans ces récits même sortis du manga aux longévités impressionnantes, c'est surtout la pluralité des inspirations et la pluralité des récits qui font que ça reste. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas juste que de l'humour, mais il y a de l'humour, il y a de la comédie évidemment dedans. Doraemon, c'est même une parfaite combinaison de plusieurs formes populaires de comédie japonaise. Oui, et puis, pardon, je vais t'interrompre, mais c'est surtout les inventions, quoi. Les inventions de... Oui, mais alors ça, j'y arrive. Ouais, pardon. Une chose après l'autre, Julie. D'abord, la comédie avant même les inventions, puisqu'on y trouve des inspirations de type Manzai. Showa Shoten dans le manga, style qui repose donc sur une sorte sur un binôme, sur un rythmique avec une sorte de gentille méchanceté. Ouais. Il y a toujours cette gentille méchanceté, c'est un peu méchant avec regarde, un peu l'abruti. Nobita, c'est la victime, il est souvent au centre des blagues, et d'ailleurs Doraemon lui-même, il est envoyé par le petit-fils de Nobita pour l'empêcher de ruiner sa vie en tombant dans la pauvreté. D'accord. Et pourquoi ? On part de là. Il faut bien étudier l'école pour avoir un bon métier. Exactement. Mais du coup, on a une espèce de mélange de comédie et de comédie noire, mais pour enfants. Rien que ce point de départ, je le trouve assez fou, avec évidemment du burlesque. Ça vous fait rire, mais dans Doraemon, il y a un truc qui est très important, c'est l'humour d'épais. Il y en a énormément dans Doraemon. Je pense qu'il faudrait faire une thèse sur le paix dans la bande dessinée globalement. À travers les pays et à travers les âges. Je crois même que le paix à travers l'art au Japon, c'est quelque chose d'impressionnant. J'avais lu un article où on retrouve des concours de paix peints au XVIIe siècle. Ouais. Ah ouais. Le calembour très important, c'est une autre arme du manga en règle générale. Grâce à la langue japonaise, on peut faire énormément de calembours. Et puis il y a aussi beaucoup, il y a des côtés assez sombres dans le côté comédie noire dans Doraemon parfois avec ces jeux de mots. Aujourd'hui, par exemple, si je devais comparer avec une autre œuvre, je le comparerais par exemple avec Rick and Morty. Okay. Il y a un truc assez je vois. assez paradoxal en plus de Doraemon et Rick and Morty. Tous les deux. Et évidemment, dans ces deux œuvres-là, il y a de la science-fiction. Invention, Julie, le futur, un robot et parfois des choses un peu magiques. Évidemment, parce que tout ce qu'on ne comprend pas est de la magie. Donc ça peut être aussi de la science-fiction. Ouais. Doraemon, c'est vraiment un monde à part un peu bizarre, et tout ça, c'est vraiment la carte de visite du manga. Les inventions, le futur. Et l'humour et des super idées. Il y a vraiment des idées que je trouve très bonnes, même en termes de science-fiction ou de bizarreries rigolotes. Le toast de mémoire. Tu vois ce que c'est ou pas ? Tu presses ton toast grillé contre un livre, ensuite tu manges ton toast. Comme ça. Et tu absorbes la connaissance. C'est comme si tu avais lu le livre. Mais c'est débile. Et tu gardes cette connaissance jusqu'à ce que tu fasses popo. Mais si le livre il fait 300 pages, tu vas manger 300 tranches. Non, une tranche, tu presses contre le livre. Ah d'accord, j'ai cru que c'était une tranche par page. Ah bah non, une tranche par livre, évidemment. Et voilà. Et puis derrière tout ça, évidemment, les auteurs ont exploré pas mal de choses avec des petites touches d'horreur par moment dans certaines histoires, des touches de drame. Il y a une histoire où il voyage pour voir sa grand-mère décédée. C'est pas très joyeux forcément à ce moment-là. Et en fait, voilà, c'est un manga qui est destiné aux enfants, sauf que en 50 ans, les enfants ont bien grandi. Ouais. Et pas Doraemon et pas Nobita, qui sont des personnages qui offrent plus que des gags, mais qui offrent aussi des gags, mais pour toutes les tranches d'âge. Aujourd'hui, tout ça, voilà, c'est pas révolutionnaire, ça a jamais été révolutionnaire, mais surtout, ça a jamais été superficiel. Ce qu'on peut reprocher parfois à des mangas de gags, c'est de rester que dans le gag uniquement, et Doraemon a été très fort, enfin les auteurs ont été forts pour dépasser ce côté simple gag superficiel. Il y a toujours un petit fond qui pousse à avoir de l'affection pour les deux personnages.
ou pour l'un ou pour l'autre selon les histoires. Enfin, sachant qu'ils sont tous un groupe d'amis. Et ensuite, évidemment, ils sont pas effectivement, ils sont pas restés sur les deux personnages. C'est marrant parce qu'au final, la recette de Doraemon s'apparente beaucoup à nos séries patrimoniales franco-belges. Clairement. Et c'est marrant parce alors qu'on a toujours dit que le manga c'était à l'inverse franco-belge, des héros qui vieillissent, qui évoluent, qui machin. Mais là en fait ils font vraiment ce qu'on fait en franco-belge. Quoi. Tu vois, je me suis pendant que Maxime nous expliquait le truc. Moi j'ai déjà lu quelques tomes de Doraemon, mais c'était des tomes dans le désordre, tu vois, et compagnie. Mais je me suis dit, il y a un vrai côté les Simpsons là-dedans, tu vois. Aussi, effectivement. Et au final, il y a un truc au Japon qui est peut-être un peu plus persistant chez eux, c'est que mine de rien dans Doraemon il y a un vrai côté tranche de vie. Tu as tranche de vie simple dans laquelle tu ramènes un côté loufoque et compagnie, ce qui est très Simpson aussi. Et en même temps, il y a ce manga qui existe depuis très longtemps, les enquêtes de Kindachi, là, enfin non, le manga avec le petit poste de commissariat. Koike. Ouais. C'est la même chose, il y a ce côté tranche de vie qui fait, je pense que ça peut durer vraiment sur le long terme, quoi. Oui. Et puis Doraemon, on en parle parce que c'est un chat, mais c'est pas vraiment un manga de chat, vous l'avez compris. Et c'est peut-être pour ça, c'est un manga de robot et un manga du futur. Et c'est sûrement pour ça que c'est bien. Et que c'est pas un manga avec une saloperie de chat. Sachant qu'il y a quand même une autre connexion avec la France, qui est que nous avons un acteur français qui a incarné Doraemon pour une publicité. Jean Reno. C'est Jean Reno. D'ailleurs, c'était trop bien. Bon, j'irai pas jusque-là, mais c'était drôle. Et puis, moi, je veux dire, enfin, tu vois, Doraemon, en tout cas, les films sont généralement très bien faits. Et moi, je me souviens que, tu vois, j'ai appris des trucs historiques en regardant un épisode où ils partent dans le passé et c'était toujours bien fait. Il y a un vrai côté pédagogique pour le coup. Mais aujourd'hui, les cartons au cinéma, chaque année, il y a un petit carton au cinéma. C'est soit le film Détective Conan ou soit le film Doraemon. C'est une année sur deux presque, l'un ou l'autre. Ouais. Et à chaque fois, c'est du top de box-office. Ça se trouve toujours facilement en France. Doraemon, bien en sûr, France, c'est imprimé régulièrement. C'est chez Kana, tu peux les trouver, les commander, aucun problème. Allez-y, foncez. Pour finir cette émission, je vous propose de faire, ou plutôt d'écouter, Julie, qui va nous dévoiler son top de ses chats préférés. Ah ouais. Numéro. Tout le monde est prêt. Tu vas dans quel sens? Du meilleur au pire ou du pire au meilleur? En fait, j'ai juste fait une liste. J'ai pas dit forcément le mieux. Y a pas d'ordre. Ok, alors moi je les classe. Je leur donne une note sur 20 à chacun de tes chats. Je commence par donc le premier que j'avais mis, c'était Doraemon. Doraemon, 20 sur 20, mais c'est un robot, c'est normal. Ok, très bien. Numéro 1. Légèrement subjectif, mais ok. C'est un peu le papy, le doyen, quoi. Après, alors j'ai mis Maître Karine. 19. Attends, 19, on est bon. 19. Il a les Senzu, donc. Maximilien Bender, tu ne mets pas 20 sur 20 à Maître Karine. Il était où contre Cell? Dans sa tour. Il a filé des haricots. Il file des haricots quand même. Il a filé des haricots. Il file toujours des haricots. En capacité de se battre et jamais il allait mettre un pain dans la tronche. Mais t'es horrible. Tu vas prendre un coup il file toujours des haricots. Et franchement, sans lui, Dragon Ball, non, c'est son Yajirobe. Pour moi, c'est un frère, Maître Karine. Ok. Vas-y, lui, continue. Alors, moi, j'avais dit aussi en 3, donc les chats de Sailor Moon, Luna et Artemis. C'est toi qui as dit qu'il allait donner des notes. Moi, je ne risque pas. Sachant qu'en plus, là aussi, il y a aussi Diana qui est une version robot de chat. Effectivement. Il y a un robot. Ouais. Robot chat. Et en fait, ça, c'est le début de ma catégorie, donc les Magical Cats qui accompagnent. Mais il y a mieux que Luna dans les Magical Cats. Ah oui. Alors, est-ce qu'il est dans ma liste? Parce que moi, j'ai mis Kerobero. Mais évidemment. Donc, surtout en version finale. Voilà, avec sa belle crinière. Parce que le début, il est tout mignon, mais après, il a une version finale super badass. Non, mais attendez, c'est quoi Kerobero là? C'est un Pokémon. C'est quoi votre truc là? C'est le chat dans Cardcaptor, c'est quoi? Oui, c'est le messager du maître de Clos. Ouais, ok, mais c'est un robot lui. Non, c'est un être magique. C'est un être et au début, c'est un petit chat avec des ailes, et puis après, super ça devient énervant, une espèce de et ensuite, ça devient maxi lion avec ça, une armure. Là, ok, d'accord. Ouais, bref. Donc oui, il faut relire Sakura. Donner un peu de contexte quand même. Même pour les auditeurs, ça va pas être évident comme ça. Donc, pour rester dans les chats qui volent, moi j'ai mis Happy et les Exceed.
Les chats qui volent. Les chats de Fairy Tail et de N0. Les magies des Dolas. Est-ce que c'est pas le chat le plus énervant de l'histoire de la bande dessinée Happy? Il est rigolo quand même. Si, moi il m'énerve beaucoup. Mais parce que tu sais, c'est exactement le même personnage que dans Rave, mais ils l'ont pas pris quoi. Ouais. Non, sauf qu'il parle, parce que Plou, il. Ah non, Plou, c'est autre chose. Oui. Ouais. Plou, c'est un chien, déjà. Oui, en plus, soi-disant. C'est censé être un chien, après, je sais pas, mais. C'est peut-être pour ça que j'aime bien Plou, du coup. Et pas Happy. Alors, après, il y a quand même des chats que je dirais des fighting cats, puisque donc j'ai Yoruichi, donc dans mon Bleach. Qui est un personnage que j'aurais pu mettre dans ma liste de personnages chats, tu vois, de shonen. Qui sont cool, quand même. Ah bah, super cool. Alors, il y a aussi Rago, donc dans Black Torch. Oui, mais oui, bien sûr. Très stylé. Trop beau, trop mignon. Et en fait, je suis embêtée parce que je pensais qu'ils étaient plus que 2 chats noirs, mais en fait, j'en ai pas trouvé d'autres. Mais en chat qui se battent un peu, j'ai Shampoo aussi. Hein, dans Ranma. Dans sa version qui est chat. personnellement le personnage que je déteste le plus dans Ranma 1.5. Vraiment, désolé. Et c'est pas Roland. Ouais. Mais, pardon, c'est mon française. C'est pas Roland. En vérité, c'est mon personnage préféré de Ranma 1.5. Parce que vous avez le même sens de l'orientation. Exactement, je l'ai toujours adoré ce gag très bête où il se perd. Je pensais que c'était Gamma, mais. Moi, je croyais que c'était totalement inexistant, les gens qui avaient ce sens de l'orientation improbable, comme dans Ranma 1.5. Puis j'ai rencontré Cagnard. Comment et là, je me suis dit, mais. Vous voulez aller où? C'est possible. C'est incroyable, mais ça existe. Ouais, déjà un sens de l'orientation catastrophique. Ouais, donc ça fait 3 jours qu'on l'a perdu. Mais... ça m'a pris 3 jours à venir ici déjà. Et donc, toujours en chat qui se battent, j'ai donc Matamune. Très classe, très stylé. Ouais, très classe. Mais là c'est le maître chat. Oui, il est spirituel et tout. Ouais, complètement. Et du coup, en dernier. Puis ensuite, l'auteur de Shaman King a fait un manga que de chats. Oui, aussi. Vrai. Ah mais oui, c'est vrai. Il était assez sympa. T'as pas mis Beerus? C'est un chat, non? Parce que j'avais mis Maître Karine. Une bière. et non, du coup, j'ai mis en dernier, j'ai mis Torata, donc le chat du gros chat et de la sorcière grincheuse, parce que je l'aime beaucoup. Tu voulais être sûr qu'on parle de ce manga dans cette émission. En plus, t'étais pas sûr alors. Mais c'est tellement bien cette idée d'avoir un chat qui passe même pas à la porte de ta maison tellement il est gros et qui est tout gentil et tout. Mais je suis curieux adopte un Maine Coon. Ouais, bah oui. Pardon? Adopte un Maine Coon. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est encore plus gros là. Je suis curieux de l'avis de notre auditrice sur ton top des chats. Oui, moi cool. aussi, j'aimerais. Et surtout, après, j'ai mis une mention spéciale pour Hello Kitty. Parce que, bon, les mangas Hello Kitty, c'est bien pour les enfants, on va dire. Mais je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point Hello Kitty, c'est une icône. De la pop culture japonaise, elle est sur tous les trucs culturels. Mondial aussi, parce que c'est vraiment. Tout le monde connaît le logo Hello Kitty. Enfin, moi, j'ai l'impression que. Oui, et surtout, ça ne s'arrête pas, quoi. Ça fait des années et c'est encore là. 1976. Donc, oui, j'ose même pas imaginer qu'au Japon, c'est 10 fois plus que dans n'importe quel autre pays. Et surtout, moi, je trouve ça hallucinant. Tu vas dans n'importe quel château. T'as des mascottes, t'as des goodies, et c'est des mascottes chats de Hello Kitty. Hello Kitty en Masamune ou en Nobunaga. Je veux pas te piéger, Julie, mais est-ce que tu serais capable de me pitcher Hello Kitty? Non, en fait, c'est l'histoire d'un petit chat qui vit une vie tranquille avec son copain Daniel. D'accord. Et puis ils ont des copains souris et ils font leur vie. Ok, d'accord. Ok. Mais je me suis toujours demandé quelle était l'histoire. C'est la version kawaii de Barbie, en fait, pour moi, parce que elle peut faire tous les métiers. Elle a pas d'ennemis. Elle a de la confiance en elle, sauf si, oh là là, attends, des fois, elle a besoin d'être rassurée, quoi. Mais je trouve que c'est quand même très, très cool, quoi. Enfin, je veux dire, c'est vraiment pas de prise de tête. Pas de pression avec Hello Kitty. Moi, je suis déçu, vous avez l'air de tellement aimer les chats dans cette émission. Oh là là, ils sont exclus. Ah non, mais moi, j'ai dit que je détestais les autres chats. Hein. Est-ce que tu as un top de tes pires chats, du coup? Ah, mais oui, peut-être. Kanya. Moi non, non, j'ai pas de top des pires. Tous sauf Doraemon, Maître Karine,
Mais Beerus, c'est peut-être l'un des pires personnages. Voilà, on a quand même Dragon trouvé Ball quelque Super. chose. Non, mais voilà, tous après. Mais non, Gigi, regarde. Ou le Chabus. Le Chabus de Totoro, tu peux pas dire que c'est nul. Ok, j'ai fait la queue pour monter dans un Chabus au Japon. Très bien. Bon, bah mec. On a trouvé la faille. Le parasite est entré. Ok. Maintenant, c'est juste une question de temps. Mais c'était un très gros Chabus. Évidemment. Et il y avait plein d'enfants, il fallait passer devant eux et tout. En fait, toi, il faut qu'il soit chat, mais aussi une machine, quoi. Chat robot. Il peut pas être que chat. Chat esprit. Mais en fait, comme le dessin animé avec les dinosaures outils. Ça, c'est vachement bien. Je crois que Julie, elle a raison. Le jour où il y a un chat robot, je pense que ça y est, c'est bon. Maxime, il est dessus. Samurai Pizza Cat. Samurai Pizza Cat, là ça marche. On est bon. Ouais, enfin là, c'est un peu compliqué. Et d'où vient le nom de Gali dans Gun? Oui, d'un chat. Du chat, ouais. Mais j'avais même pas pensé à Gali comme perso avec un peu ce côté chat. Elle est complètement. Elle a une queue de chat après. J'étais resté que dans le shonen, mais oui, évidemment, Gali. Bien sûr. Tu l'adores. Ces saloperies de chat. J'espère que dans cette émission, non, je prends un malin plaisir à dire saloperie de chat pour tous les gens qui aiment les chats. Je dis, mais non, dis pas ça. Si, saloperie de chat. Cette émission était donc à moitié sérieuse. On a essayé de dire des vrais trucs. Et d'avoir des gens passionnés comme Amélie tout à l'heure pour parler de chat. Et puis on avait envie de rigoler aussi pour cette rentrée post-vacances d'hiver. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine. Oui. On se retrouve dimanche. Et on vous dit à bientôt. À bientôt. Salut. Salut. Salut.